bonsoir. Je suis vraiment contente que vous puissiez nous rejoindre ce soir pour un webinaire très spécial. Nous avons travaillé sur ce projet depuis pas mal de temps maintenant et nous pensons que ça vaut vraiment la peine pour le cancer du rein Canada et pour tous les patients et la communauté, en dehors même de notre communauté Cancer Canada du rein parce qu'il y a beaucoup d'informations importantes. J'aimerais vous présenter aujourd'hui notre orateur ce soir qui s'appelle Dr Anand Swaminath. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Il est le scientifique clinicien pour l'oncologie pour le Hamilton Health Center dans le centre d'Hamilton, Ontario. Sa recherche clinique et l'utilisation des nouvelles technologies sur la technologie notamment de radiation, particulièrement la radiothérapie stéréotaxique corporelle, pour différentes indications telles que le foie, le rein, mais ils ont un intérêt particulier pour le cancer du rein. C'est un membre estimé également du groupe, donc reconnu sur le cancer du rein. Et elle fait partie de SIKIS, avec lesquels nous sommes partenaires également. Il est sur le comité et également, il est dans le conseil administratif pour Cancer du Rein Canada. C'est un co-chercheur administratif sur SBRT dans le cancer du rein. Il est vraiment le spécialiste parfait qui pourra nous parler ce soir sur le SBRT. Il va faire une petite introduction à notre tout nouveau manuel d'éducation. Nous sommes vraiment contents de l'avoir et dont il est l'auteur d'ailleurs. Je vais donc te passer la main et nous avons hâte d'avoir ta présentation par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. J'apprécie vraiment le fait d'être invitée pour parler ici et également, bien sûr, de pouvoir être impliquée dans la création de ce manuel. Pour ceux qui traversent cette SBRT ou qui connaissent le SBRT, mais qui n'ont peut-être pas euh, la connaissance ou la compréhension de ce qu'est c'est exactement. Donc, je suis contente en tout cas d'avoir ce forum pour pouvoir présenter ce nouveau guide. Alors, nous allons d'abord, premièrement, nous allons vous montrer en ligne le guide. Donc voilà un petit peu, on va mettre bien sûr un lien dans le chat hein, qui vous emmènera directement à ce PDF. Donc là, c'est le manuel d'éducation, manuel d'utilisation que nous avons créé sur le SBRT, une ressource pour les patients. Nous avons passé de nombreuses heures à la fois sur le document en soi, l'écriture, mais également tout ce qui est en back-end, euh, avec le soutien avec le Cancer du Rein Canada, pour que ce soit beau déjà, et pour que ce puisse être éthique et utile pour les patients et leurs assistants. Certaines des choses qui sont à l'intérieur de ce guide définiront un petit peu ce qu'est déjà le SBRT, comment le SBRT peut avoir de l'importance pour vous en termes de traitement localisé pour le cancer du rein et le cancer du rein métastatique. Et c'est là peut-être où le SBRT n'est pas recommandé dans certains cas. Et quelles choses vous devriez attendre dans ce processus de SBRT. Ça, c'est juste le début hein, du guide. Hein. Voilà, c'est juste un petit guide pratique pour ceux qui ont une maladie localisée ou une maladie de cancer du rein métastatique ou votre chirurgien ou votre oncologue euh, trouve que c'est peut-être une option pour vous. À travers ce document, je vous montre un petit peu les points principaux hein, de ce guide. J'ai une présentation ensuite qui va élaborer un petit peu plus hein, sur certains de ces points pour que nous puissions répondre à cela lors de la présentation. Alors, donc là, c'était juste ma diapo d'introduction. Parfait. Alors, quels sont nos objectifs d'aujourd'hui? Le premier objectif, c'est de comprendre ce que c'est quoi le SBRT et est-ce que c'est différent des autres radiothérapies. Ensuite, si j'ai un cancer qui est localisé au rein, est-ce que la SBRT est la meilleure option pour moi? Ensuite, et si mon cancer du rein s'est propagé ailleurs?
La SBRT peut être alors utile. À quoi je devrais m'attendre ensuite euh, pendant le traitement. Une des choses que nous ne voyons pas souvent dans les ressources ou dans les documents, premièrement, ce sont les processus d'SBRT et à quoi m'attendre. Et savoir, bien sûr, hein, peut-être pourraient être les effets secondaires. Et enfin, quelles devraient être mes attentes réalistes quant à l'efficacité de la SBRT. Alors qu'on va avancer un petit peu là-dedans, on va revenir en arrière et avancer sur la présentation en fonction du guide et du manuel d'information pour que cela puisse répondre à certaines des questions que vous avez. Si vous voulez avoir plus d'informations, bien sûr, par rapport au manuel qui est présenté. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que la SBRT? Premièrement, il est important de comprendre les acronymes. Certains docteurs l'appellent SABR, d'autres SBRT. Ça dépend de là où vous vivez et de quel centre auquel vous allez. Vous allez peut-être recevoir ces deux acronymes en même temps. Les deux signifient la même chose. SBRT, c'est une forme donc de radiation externe. Donc la thérapie X-ray, donc c'est un traitement externe. C'est comme que lorsque vous allez donc vous ayez comme lorsque vous avez donc une thérapie de radiation. Mais là, c'est une radiation à haute radiation. Et l'objectif de la SBRT particulièrement, c'est d'avoir une dose élevée de radiation en l'envoyant un cancer en quelques sessions, 5 ou moins. Peut-être que vous connaissez certaines personnes, des amis, de la famille, qui ont eu des radiations. Généralement, la radiation, c'est sur plusieurs semaines. Vous avez un petit peu de radiation chaque jour sur une durée de 12 jours, 7, 8 semaines, ça dépend. Mais les cellules du cancer du rein ne sont assez résistants à ces différentes recettes de radiation traditionnelles. Généralement, ils sont très résistants d'ailleurs même. Donc nous devons augmenter le taux de radiation euh, pour que nous puissions avoir une efficacité dans ces cellules de cancer du rein. Beaucoup de travail est souvent lié en termes de prouver cela. Maintenant, nous voyons donc ces éléments dans l'espace clinique. Donc, il est important de comprendre que donc le SBRT, c'est cette possibilité donc de radiothérapie à dose très élevée. Ça, c'est très bien décrit dans les différentes ressources, dans la ressource du patient en termes de ce qu'est la radiothérapie, comment est-ce qu'il est donné et qui va vous l'administrer. Donc c'est un spécialiste du cancer qui va déterminer ou non si la radiothérapie et la radiothérapie sera importante pour vous. Mais la radiothérapie va au-delà de cela. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans des infirmières, des infirmiers, des radiothérapistes qui sont formés spécifiquement pour administrer la radiation. Certains vont dire, bah, est-ce que vous êtes là, moi, pour quand je vais avoir ma radiothérapie? Et moi, je dis généralement à mes patients, non, ça sera les radiothérapistes. Il y a différents types, hein, bien sûr, qui sont délivrés. On fait donc des radiations spécialisées. On va parler vers la fin de cela lorsqu'on décrira comment vous allez expérimenter et vivre un peu cette SBRT en termes de la dosimétrie. Et à nouveau, ce sont des personnes spécifiquement formées qui travaillent en arrière pour s'assurer non seulement que la radiothérapie est sécurisée, mais qu'elle est bien délivrée également. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette équipe de radiothérapie et je suis souvent la première personne, mais je ne suis pas la seule personne, ça c'est sûr. Alors, lorsqu'on regarde le SBRT pour le cancer du rein localisé, là c'est une situation où vous avez une tumeur dans votre rein. Et peut-être on pense que la chirurgie, qui est le traitement habituel, serait peut-être trop risqué. Ou peut-être que vous ne voulez pas en avoir, quelle que soit la raison. Cela voudrait dire également que votre médecin a voulu explorer des options non chirurgicales pour vous. Donc il y a certaines questions qui pourraient être importantes à poser. Pourquoi est-ce que la radiothérapie serait la meilleure option pour moi? En quoi est-ce que ça diffère de la chirurgie?
Est-ce qu'il y a des aspects particuliers de mon cancer qui font de la radiothérapie une bonne option pour moi? Quelle est l'efficacité de la radiothérapie pour contrôler ou guérir le cancer? Est-ce que ça fonctionne tout de suite? Est-ce que le cancer disparaîtra comme après une chirurgie? Quels sont les effets secondaires à court et long terme? Est-ce sans danger? Et comment est-ce que ça affectera la santé de mes reins? Parce qu'on traite les reins, hein. Donc la radiation va potentiellement endommager une partie des autres reins également, alors que nous essayons de contrôler le cancer. On va parler un petit peu donc du SBRT pour le cancer du rein localisé. Comme je l'ai dit auparavant, la norme des soins actuels pour le cancer, c'est la chirurgie. Pour un cancer du rein localisé qui ne s'est pas propagé. Cependant, il y a certains patients qui peuvent refuser la chirurgie ou qui ne sont pas aptes à subir une intervention, soit parce qu'ils ont d'autres problèmes médicaux, ne peuvent pas avoir une chirurgie à cause d'une mauvaise condition physique ou l'âge. Et dans certains cas, le SBRT peut être considéré comme une option alternative non invasive. Comme je l'ai dit auparavant, le SBRT est utilisé avec des traitements par X-ray, par radio. Il vous pénètre, mais en fait, il ne cause pas euh, de dommages comme la chirurgie en termes donc d'opérations physiques, avec ces cicatrices que vous pouvez voir sur la peau. C'est fait de manière donc, voilà, non invasive. Le SBRD peut être préférable à d'autres approches non chirurgicales. Certaines personnes ont peut-être expérimenté la surveillance, la RFA, la cryothérapie, qui est donc chauffer la tumeur avant la cryothérapie, qui sont des alternatives à la chirurgie, qui sont faites en utilisant de l'énergie avec une aiguille, qui est un robot qui chauffe la tumeur. Et certaines personnes, peut-être, ont eu juste une surveillance. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de traitement tout de suite, particulièrement si la tumeur est petite et ne grandit pas très vite et qu'il y a d'autres choses qui sont impliquées également en termes de leur santé, où le cancer du rein n'est peut-être pas la première priorité. Alors, dans quel cas est-ce que on peut utiliser le SBRT? Premièrement, c'est la taille de la tumeur. Lorsqu'on arrive à plus de 4 cm, ces options non invasives comme l'ablation thermale ou la surveillance deviennent moins efficaces. Ou alors si la tumeur est à côté de quelque chose de critique. Par exemple, j'utilise ce diagramme pour illustrer. Ici, il y a un tube vide. Ça pourrait être l'estomac, ça pourrait être le côlon, l'intestin, ça pourrait être, voilà, différentes choses. Ou ça pourrait être risqué de faire cette chirurgie ou l'ablation. Ou alors le lieu même dans le rein. Si c'est très central, dans la partie centrale du rein, cela pourrait être plus haut risque et donc plus adapté avec une approche non chirurgicale. Donc ce sont des situations là où les patients ne sont pas, sont pas éligibles aux approches typiques. Qu'est-ce que nous savons du SBRT pour son efficacité? C'est assez efficace, il y a eu plusieurs études importantes qui ont été menées ces dernières années, qui démontrent la grande efficacité de la SBRT. Là, c'est le groupe euh, international, donc International Radiology, qui a montré que dans le SBRT, le contrôle du cancer du rein était très bien. À 5 ans, c'était de 95% des patients qui ont été traités. Et seule une petite portion des patients est décédée. C'était assez similaire aux chiffres qu'on voyait par rapport à la chirurgie. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a traité des gens avec des tumeurs plus grandes, des tumeurs qui étaient au-delà donc des tailles habituelles. Là, c'était des patients qui n'avaient peut-être pas d'autre option parce que la chirurgie pour eux n'était pas l'option. Et là, c'est une étude assez grosse qui est sortie d'Australie qui a montré à nouveau des contrôles et des taux de survie assez similaires. Donc la radiation peut être, la radiothérapie peut être très intéressante en tant que traitement, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas eu d'étude directe qui a été menée pour comparer les résultats à long terme de la SBRT par rapport à la chirurgie.
Lorsqu'on parle des options, je pense qu'il est important donc de partager des perspectives de cette prise de décision pour dire que voilà, il faut donner les pour, les contre de tous ces différents types de traitements. Comme ça, vous pourrez comprendre lequel est le mieux pour vous. Quels sont les effets secondaires long terme et court terme? C'est très bien toléré en général. La plupart des personnes n'ont pas d'effets secondaires. Et la possibilité d'avoir un effet secondaire à long terme qui nécessite une chirurgie, une hospitalisation est moins de 3%. Mais les effets secondaires d'habitude, on va dire, seront la fatigue. Vous vous sentirez peut-être un peu nauséeux. Et ça, c'est traité d'habitude avec certains médicaments pour la nausée qu'on prend une demi-heure, 1 heure avant le traitement. Peut-être que vous aurez une irritation de vos intestins ou la diarrhée. Et peut-être que vous allez vouloir uriner fréquemment. Mais ces effets secondaires à court terme, généralement, s'arrêtent après que la radiothérapie ait été injectée. Généralement, les traitements vous donnent un petit peu de temps également. Euh, et vous permettent à votre corps de mieux récupérer et ainsi d'avoir moins d'effets à court terme. À long terme, il y a très peu de risque d'avoir un peu de fièvre. Euh, c'est un risque très très faible. Malheureusement, j'ai vu quelques patients qui avaient eu cela et il n'y a rien qui va l'empêcher d'arriver. Il y a certaines choses que nous pouvons faire pour aider, en tout cas, diminuer le risque autant que possible. Mais parfois, les personnes sont plus sensibles à la radiothérapie. On fait ce qu'on peut euh, pour s'assurer que la dose euh, va jusqu'au rein, bien au bon endroit. Et ensuite, il y a un risque très très faible d'avoir une diminution de la fonction rénale. Généralement, lorsqu'on regarde un peu plus la fonction rénale générale, ça va pas forcément être lié au traitement. Là, vous pouvez voir que tout doucement, cette courbe descend jusqu'à 5 ans après le SBRT. Ça, c'est un déclin de la DFG, mais ce n'est pas un déclin assez important pour en diminuer l'efficacité. Là, c'est un petit diagramme, mais là, ça montre en fait le rein. Le noir, ça montre l'activité, par exemple, dans votre rein. Vous pouvez voir donc, ah, ça c'est avant que la personne ait eu SBRT. S'ils avaient quelque chose de très noir dans le rein, c'était très bien. Ça veut dire que les reins fonctionnent très bien. Et ensuite, vous pouvez voir la radiation en plus de cela. Au fur et à mesure du temps, vous pouvez commencer à voir que le noir ici devient un peu blanc, là où la radiation a été spécifiquement mise en place. Donc on sait que le rein qui reçoit cette radiothérapie est un peu affecté. Mais ce qu'on peut apprécier malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que ça devient plus noir. Il est compliqué de le voir, mais pour l'autre rein devient plus noir. Donc c'est ce qu'on dit aux gens, vous avez 2 reins. Un va compenser, et c'est ce qui se passe généralement. L'autre rein va compenser, et donc la fonction du rein ne descend pas de manière importante parce qu'il y a cette compensation. Et dans une situation où vous avez peut-être eu une néphrectomie et que vous n'avez qu'un rein, et que vous vous posez la question, eh bien, qu'est-ce qui va se passer maintenant? En fait, nous voyons que le rein qui n'est pas affecté devient plus fort également. Donc votre corps fait un très bon travail en fait pour compenser pour le dommage qui a pu être fait. En travaillant plus dur malgré ce qui se passe. Donc c'est pour ça que ce sont là les effets secondaires listés. Voilà un exemple avec un cancer localisé. Ça c'est un homme de 72 ans qui avait donc une insuffisance cardiaque, qui avait subi un triple pontage coronarien. Ils ont trouvé une masse rénale à la chirurgie, elle a été détectée lors d'un bilan en 2015. Et il n'a pas eu en fait de suivi plus que ça. Ils se sont dit parce que il avait d'autres comorbidités, il était typique, compliqué en tout cas, euh, de savoir quel serait son pronostic. Donc ils se sont dit, eh bien, écoutez, on va juste le surveiller parce qu'ils avaient plus peur pour son cœur.
Mais ça a continué à grossir lors d'examens 4 ans plus tard, et il a eu une masse plus large de 5,5 cm environ. Là, c'était donc un CT scan de son abdomen. À droite, vous voyez à droite. Là, c'est son rein à droite, et là, c'est son autre rein ici. Là, c'est le foie au-dessus. Donc la tumeur, là, on la voit dans son rein et elle a grandi jusqu'à 5,5 cm. Et le chirurgien a dit c'est un petit peu trop grand, c'est trop volumineux maintenant pour une ablation, pour une radiofréquence. Donc il me l'a envoyé vers moi parce que le patient n'était pas éligible pour l'ablation par radiofréquence parce que la tumeur était plus grosse que 4 et la chirurgie n'était pas non plus possible. Donc ils m'ont dit, eh bien écoutez, on va essayer. Donc ce patient a eu le SBRT, donc ça c'est la dose de radiation. Le vert représente ici la tumeur, le bleu représente la marge de sécurité autour, pour avoir peut-être une marge de sécurité. Parce qu'il peut y avoir le mouvement, le mouvement du ventre et différents organes. Et j'aime dire aux patients que la radiation, euh, on voit beaucoup, une grande dose et ensuite on voit cet effet de vague où cette radiation se répand. Donc, par exemple, l'intestin qui est juste à côté, on peut le voir ici, ce tube, hein, ça fait partie de votre estomac. Et il reçoit une dose très minime, donc c'est comme ça qu'on arrive à centraliser. Et ensuite, le patient a été suivi. Nous l'avons suivi pendant plusieurs années. Donc ça, c'est décembre 2016. Vous pouvez voir que cette masse dans le rein est présente. C'est à peu près la même taille. Et si on va en janvier 2019, à nouveau, c'est à peu près la même taille. Donc la tumeur n'est jamais partie. Mais elle ne s'est jamais elle n'a pas grossi et le cancer ne s'est jamais propagé. On pense que le patient que ces cellules cancéreuses sont, je pense qu'on en a tué la plupart et les autres restaient dormantes et n'étaient pas actives parce que le patient n'a pas développé d'autres croissances du cancer. Malheureusement, le patient est décédé, mais lié à des causes non liées à cela par la suite. Mais au niveau du cancer du rein, tout s'est très bien passé. Alors la question, ben, ça n'a jamais rétréci. Quelles sont les attentes après une SBRT donc? Ça peut prendre beaucoup de temps avant que la tumeur ne rétrécisse. Cela ne veut pas dire que la radiothérapie n'a pas fonctionné. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, nous avons fait des études où nous avons pris des biopsies du rein, nous avons regardé les cellules sous le microscope, nous avons fait des tests particuliers sur ces cellules cancéreuses pour voir ce qui se passe réellement. Et la réponse, en fait, c'est qu'elles dorment. Donc, ce que je dis aux patients, c'est qu'on endort ces cellules et généralement, elles ne reviennent pas d'ici 5 ans. Et généralement, elles vont mourir, se résorber dans le système. Mais l'attente, en tout cas, c'est que ça peut prendre du temps. Cela s'applique à la fois pour un cancer local et métastatique également. Parfois, certains patients disent, mais la tumeur a disparu. C'est pas que ça a disparu, c'est qu'en fait, elle ne croît pas de manière active. Et ça, c'est une attente réalistique, généralement, qu'on propose. Comment savoir si le SBRT me convient? Il est important de poser des questions telles que quelle est la taille de ma tumeur rénale? Où se situe ma tumeur rénale? Est-ce que je suis est-ce que la chirurgie m'irait? Je pense qu'il est important de voir un chirurgien pour voir les options déjà qui pourraient être possibles et si cela fonctionne. Si je subis une chirurgie, quelle partie du rein devrez-vous retirer? Comment est-ce que je me sentirai? Comment mon corps et mes reins fonctionneront après la chirurgie ou l'ablation? Il est également important de comprendre qu'il existe plusieurs options et que le meilleur choix sera celui qui correspond à votre situation particulière. Donc si vous êtes dans une situation, retournez vraiment voir euh, votre oncologue ou votre médecin. Dans le guide, en fait, nous avons rassemblé ces questions également. On va parler rapidement donc du cancer métastatique. Vous pourrez être consulté par un radio-oncologue parce que vous souffrez d'un cancer du rein métastatique. Les personnes, généralement, qui ont un cancer du rein métastatique sont en traitement systémique, une thérapie ciblée, une immunothérapie, ou parfois en surveillance active. Ou alors, vous avez été en thérapie pendant quelque temps, vous avez une bonne réponse, ils ont arrêté la thérapie et vous êtes dans cette période d'intervalle où on surveille uniquement la tumeur pour voir comment les choses se passent.
Ils peuvent ainsi voir si le cancer se résorbe ou se développe. Il y a plusieurs de raisons pour avoir cette radiothérapie pour le SBRT. Cette radiation donc pour le cancer métastatique, mais dans l'objectif donc de tuer les cellules du cancer. Il y a plusieurs solutions. Première, c'est l'oligopression. Je vais le définir et l'oligométastase. Définir donc rapidement. C'est quoi l'oligométastatique? Oligométastatique, si vous coupez le mot oligo, c'est court, et métastatique, ça veut dire métastase. Le cancer qui se répand. Donc ça se répand mais doucement. Ça c'est un scénario où les patients ont été dans maladie métastatique mais seulement dans quelques endroits, dans moins de 5 endroits. Si vous regardez en termes de schéma, voilà le patient. Disons qu'ils ont eu une néphrectomie. Pour le cancer du rein, il y a 6 ans et maintenant ils ont développé une lésion au rein, au foie et au poumon. Et donc ils montrent que ça s'est développé. Mais ce n'est revenu que à un de ces 3 endroits. Il y a un scénario où on pourrait considérer qu'au lieu de commencer la thérapie systémique, qui est généralement commune dans le cancer du rein, on pourrait considérer alors une thérapie locale. Est-ce qu'on pourrait donc éradiquer cette tumeur en utilisant un traitement local et ne peut-être pas vouloir donc un système systémique? Dans l'oligo-progression, oligo c'est court, progression c'est progression. Donc la réponse c'est le cancer a progressé. Vous pourriez être en sous-traitement habituel ou alors sous surveillance. Et au lieu d'avoir points qui sont surveillés, différents points peuvent être surveillés. Mais à nouveau uniquement si plus moins de 5 pouces. C'est un scénario où c'est un peu différent. Là, c'est un peu plus un scénario un peu plus tôt, ça peut être un peu plus tard également, où vous avez une thérapie systémique qui est déjà en cours. Là, c'est un peu une trajectoire différente lorsqu'on regarde à votre cheminement de cancer par rapport à euh, ce que sont les options pour le traitement. Mais l'utilisation du SBRT est assez similaire, en tout cas, serait assez similaire dans ces deux circonstances. Ce serait que juste que l'intention serait différente. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait potentiellement traiter en utilisant le SBRT à haute dose de radiation pour traiter ces 3 points. En oligométastatique, et peut-être que vous n'auriez pas besoin de thérapie systémique. Mais dans le cas d'oligoprogression, peut-être que vous aurez une situation où j'aime penser, ce sont des mauvaises herbes dans le jardin. Vous avez l'homme qui va venir, qui va sprayer le jardin pour enlever toutes les choses qu'on ne voudrait pas garder. Mais de temps en temps, vous allez avoir une mauvaise herbe qui va grandir en dehors de sa proportion, trop grand. Et au patient, ce que je dis, c'est, OK, moi, je vais enlever cette mauvaise herbe après qu'on ait fait une check-up d'habituel. Et là, on va dire, OK, c'est pas aussi bien contrôlé parce que ça grandit plus vite. Et donc, on pourra donner une thérapie locale pour essayer de tuer ces cellules cancéreuses résistantes. Mais non seulement cela, on pourra aider à ce que ce spray ou cette thérapie systémique puisse fonctionner mieux. Donc, c'est pas une situation où toute la thérapie systémique va essayer de tuer toute cette grosse tumeur, où toutes ces petites tumeurs ne voient pas l'élément efficace. Où il pourra dire, eh ben maintenant je pourrais traiter les autres de manière plus efficace, c'est pour ça que j'ai pas besoin de faire ces 2 choses parce que ça a déjà été traité. Voilà un peu la mentalité derrière ces deux options. Alors, beaucoup de questions qu'il faut poser lorsque vous en êtes dans la question métastatique. Premièrement, combien de métastases est-ce que j'ai? Et combien d'entre elles sont en croissance? Vous pourriez avoir une maladie métastatique, mais rien qui croisse, donc vous n'aurez pas besoin de cette thérapie. Ou alors, vous pourriez avoir une thérapie systémique et un traitement et que ça n'est pas, ne pas avoir besoin que cela ait fonctionné, ne pas avoir le SBRT. Vous pourriez avoir 3 métastases et demander, voilà, est-ce que j'aimerais avoir un meilleur contrôle de mon cancer? Est-ce que je pourrais avoir un oncologue radiothérapeute? Où sont ces lésions? Quelle est leur taille? Donc, on a parlé un petit peu de la taille.
Et cette taille de 4 centimètres, pour les métastases, généralement, on est de 5 à 6 centimètres. C'est ce qu'on utilise d'habitude. Mais moi, ça dépend. Je me dis que ça dépend d'où ils sont versus leur taille. Depuis combien de temps sont-elles présentes? Depuis quand je suis en cancer? Quel traitement systémique est-ce que j'ai eu? Est-ce qu'elles grandissent? Ou est-ce que ces nouveaux points sont présents? Est-ce que je dois commencer ou changer de traitement systémique maintenant? Est-ce que je pourrais avoir une SPRT plus tard? Ça, c'est une question très importante. Si je reçois une SPRT maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de mon traitement systémique? Est-ce que je devrais rester? Changer? Quel est l'objectif? Et si j'ai le SBRT maintenant, est-ce que je ne pourrais pas donc changer? À nouveau, ces questions sont importantes. Est-ce que je peux avoir une SBRT plus d'une fois au même endroit? On pourra en parler un peu plus après. Si le SBRT fonctionne et que le cancer se développe à nouveau, puis-je recevoir une autre SBRT? C'est un peu une question similaire. Quels sont les effets secondaires? Ça dépend d'où est la lésion, bien sûr. Et la SBRT est-elle censée guérir mon cancer? Et quel est l'objectif de la SBRT dans mon cas? Donc on va répondre à certaines de ces questions pour notre part. Voilà un exemple que j'aime bien donner, c'est une femme de 69 ans. Cancer du rein métastatique sous thérapie ciblée. En traitement de deuxième ligne, sur la première ligne d'immunothérapie, ça ne s'est pas bien passé, mais en avril 2021, quelques années après avoir commencé, ça s'est assez bien passé. Il y avait plusieurs métastases, mais seule celle-ci ici, en cercle jaune, à gauche, le mur abdominal croissait. Donc ils sont venus me voir pour poser la question, est-ce qu'on peut donner le SBRT? Et ma réponse, ça semble être quelque chose pas mal. Donc on a donné la SBRT, on l'a zappé. Quelques mois plus tard, nous avons répété le scanner et en fait, il y avait une très bonne réponse. Comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas une réponse attendue. La plupart des personnes ont une maladie et cela conduit à une réponse complète. Là, la personne avait une très bonne réponse, mais malheureusement, sur le même scan, une nouvelle nodule est apparue dans la radio thoracique. Là, c'est au milieu, c'est les vaisseaux sanguins. Vous voyez également les poumons. Donc malheureusement, ce patient a développé une nouvelle métastase. Mais c'était la seule. Donc ils m'ont demandé est-ce qu'on peut faire une autre SBRT. Et j'ai dit, bah écoutez, ce n'est pas près de là où j'ai traité auparavant, donc on peut essayer. Donc je l'ai fait. Ensuite, on avance, un an plus tard. On peut voir que c'est assez bien contrôlé avec le SPRT. Ce nodule qui était assez grand, à une taille normale maintenant, et au mur abdominal, et c'était bien contrôlé, mais malheureusement, il y a eu d'autres métastases dans la poitrine. Cependant, la personne était très contente parce qu'elle a eu elle a pu gagner une année supplémentaire avec le même traitement. Si elle n'avait pas reçu la SBRT, elle aurait dû changer avant, je pense. Ça peut être efficace pour oligométastase. En moyenne, et il est important de ne pas oublier cela parce que vos chances pourraient être meilleures ou pires que cela. Généralement, je dis à mes patients que si vous êtes dans une situation où on traite en oligoprogression, oligométastase, soit votre cancer va progresser ou demandera un changement en traitement thérapie. Ce n'est pas en tout cas une réponse unique à tous, mais c'est un bon guide. Vos chances pourraient être meilleures en tout cas malgré tout. Mais si votre cancer progresse, est-ce que vous pouvez avoir une nouvelle SBRT? Ça, en général, votre cancer progresse sur un endroit, mais ça pourrait ne pas progresser à d'autres endroits. Donc il y aura peut-être d'opportunités d'utiliser le SBRT. Ça dépend de plusieurs facteurs. Le lieu de euh, la SBRT précédente, le nombre de lésions qui ont progressé, votre état de santé, bien sûr, hein, et la durée de votre traitement actuel. Le plus de radiation vous avez, c'est comme la thérapie systémique. Au fur et à mesure que vous en avez de plus en plus, vous avez des effets secondaires à ajouter.
Donc vous aurez peut-être des problèmes de ce côté-là. Donc voilà. À quel point est-ce que je veux avancer là-dedans? Et ensuite, depuis combien de temps vous êtes sur votre traitement actuel? Si vous avez changé votre traitement et que ça fait un mois que vous avez eu votre radio, je dis, bah attendez, on revient dans un mois, on essaie de voir, peut-être que il n'est peut-être pas intéressant de traiter tout de suite. Si la thérapie fonctionne, j'aurai plusieurs scénarios en tête où on n'aura peut-être pas besoin de faire la SBRT. Et donc, il n'y a pas besoin de se précipiter, sauf s'il y a une indication euh, qui ne serait peut-être pas aussi utile que ce qu'on penserait. Mais j'aime également dire aux patients, voilà ce qu'on a. On ne veut pas s'engager trop au-delà de ce qui serait possible. Alors, quelles sont les données là-dessus? C'est efficace pour les métastases. Et le taux de contrôle et de survie sont très similaires. Mais la survie, malgré tout, est variable parce que tout le monde vient avec une histoire un peu différente en termes de métastases. Certains ont eu 3 lignes de thérapie, certains ont eu une diagnostic unique. Donc, en fonction des dépenses et des efficacités, ça peut être assez différent. Si vous regardez les patients qui ont eu des carcinomes donc métastatiques, oligométastatiques, qui n'ont eu une ou deux métastases après une biopsie efficace. Si on utilise deux essais de faisabilité, on peut voir que certaines des études ont montré que 2 tiers des patients n'ont jamais eu besoin d'un traitement systémique. Et donc, il y a certains scénarios où nous allons penser en effet à faire de l'SBRT en première intention plutôt qu'un traitement systémique, pour que nous puissions utiliser les outils qu'ont les oncologues, puisque c'est tellement efficace. Et je pense que les patients apprécient cela comme option. Et ensuite, si vous êtes en thérapie systémique et que votre cancer progresse, vous avez également un soutien euh, pour recevoir un autre traitement. Plus vous êtes en traitement sous traitement systémique, plus vous allez pouvoir bénéficier de cela. C'est pour ça que c'est intéressant ce processus, parce que j'aime voir que les patients aient une bonne réponse à leur traitement systémique. S'ils ne répondent pas bien à leur traitement systémique, cela veut dire que il y a peu de chances que la radiothérapie va lui donner le temps de répondre plus que le traitement systémique. Je ne veux pas être pressée dans la réponse, particulièrement dans les premiers mois. Il faut donner du temps au traitement systémique de fonctionner. Alors, comment savoir si je suis admissible pour la maladie métastatique? Assez similaire aux deux questions qu'on a vues auparavant, mais combien de temps s'est écoulé avant que mon cancer ne se propage? Combien de métastases individuelles est-ce que j'ai? Où sont ces lésions? Quelle est leur taille? Et si je commence un traitement systémique maintenant, est-ce que je peux avoir le SBRT plus tard? Et si je reçois une SBRT maintenant, est-ce que je peux avoir un traitement systémique plus tard? Donc là, elles se retrouvent tous dans le livret d'éducation. Mais ces décisions doivent être prises en collaboration avec vous. Votre médecin traitant et votre radio-oncologue devraient tous travailler ensemble pour mieux comprendre votre situation et comment ces questions pourront être répondues. Lorsque je parle à mes collègues radio-oncologues, je leur dis la même chose. Ce sont donc des décisions multidisciplinaires en groupe et nous ne voulons pas faire quelque chose qui pourrait compromettre ce que nos collègues veulent faire pour plus tard. Donc veut être vraiment en collaboration. Lorsqu'on se rencontre avec l'équipe oncologue, il est important de poser ces questions, mais sachez en tout cas que la décision est une question collaborative et n'est pas faite de manière précipitée. Quels sont les effets secondaires de la SBRT lorsque vous avez une maladie métastatique où on traite pour l'oligométastatique ou l'oligoprogression? Malheureusement, je pourrais faire tout un discours sur la SB, les effets secondaires, parce que ça dépend si on traite
l'abdomen, les poumons, etc. Si c'est fait de manière sécurisée, le SBRT présente généralement un très faible risque d'effets secondaires graves à long terme. Si une nouvelle SBRT est nécessaire, donc là, cette question qui a été posée auparavant sur est-ce que je peux avoir une SBRT à nouveau, ou si c'est de manière très proche à ce qui a été traité auparavant, les effets secondaires dépendront de l'emplacement et du chevauchement avec les zones déjà traitées. Donc votre radio-oncologue décidera s'il est trop risqué de procéder à un nouveau traitement. Je pense que si s'il y a un intérêt à revoir un radio-oncologue, je pense que parfois ces décisions, il est intéressant de voir si c'est intéressant ou pas de le faire. Ces considérations, en tout cas, doivent être prises en compte. Parfois, il peut être intéressant de voir que ça peut être sur un seul point. Ils disent, on peut pas traiter juste ce point-là, tout le reste passe bien, mais si ça a déjà été sur un domaine un endroit qui a déjà été traité, ça peut être problématique. Donc, il est important d'avoir cette information. Alors, quelles sont mes attentes réalistes après une SPRT pour les maladies métastatiques? Je pense que je veux souligner ce point-là, et je pense que plupart des personnes ont assez d'informations déjà lorsqu'ils viennent me voir en consultation. Ils ont déjà vu un oncologue et ils sont déjà sous traitement systémique, donc ils comprennent que l'objectif global n'est généralement pas la guérison. Cependant, un bon contrôle de la maladie est possible. Et chez certains patients, il peut être prolongé en retardant la progression ou en reportant le passage à un traitement systémique. Et dans certains cas, j'ai vu un délai qui a duré tout le temps. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas l'attente. Donc lorsqu'on commence et qu'on a une discussion ensemble, je pense que le fait de comprendre de manière réaliste quel est notre objectif est important. Parce que je pense que là, il faut être optimiste par rapport à cet objectif, mais de manière prudente. Généralement, je dis aux patients que le SBRT contrôle très bien ce qu'on voit, mais ce que je ne peux pas voir, c'est ça qui peut être problématique. Peut-être que ça pourrait être sa croix et que c'est sous la terre et qu'on ne le voit pas. Donc le plus grand risque serait probablement que le cancer réapparaisse ailleurs. Et ça, c'est plus souvent le cas lorsqu'on voit la progression. Dans toutes les études qui ont été faites, c'est que euh, ça peut souvent être présent lorsque c'est métastatique. Lorsque vous prenez ces décisions, il est important de comprendre également euh, la durée de vie versus la qualité. Toutes ces considérations doivent être faites lorsqu'on décide si oui ou non on l'utilise. Alors, mais si mon docteur ne recommande pas la SBRT, je promeus un petit peu cela comme étant la chose que tout le monde devrait avoir, mais en fait, il y a des scénarios où en fait, non, on peut pas le faire. Et il y a plusieurs raisons d'ailleurs. Alors, vous avez une maladie métastatique et il y a quelque chose qui est très puissant. C'est quelque chose qui cause donc du saignement, une radiation donc palliative. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire dans ce cas. On offrirait donc une approche beaucoup plus palliative. Il y a peut-être trop de métastases, auquel cas la thérapie systémique pourrait être meilleure, plutôt que de donner le SBRT à plein d'endroits. Parfois, le scanner peut sous-déclarer le développement métastatique. Donc, revoyez votre scanner avec l'oncologue et demandez-lui, voilà, euh, où est-ce que j'en suis? Ils disent, maintenant, il y a deux métastases. Et en fait, peut-être qu'il y a beaucoup plus. Donc, je pense que lorsqu'on comprend ce que dit le rapport également, poser ces questions en tout cas. Combien de métastases y a-t-il, etc. Peut-être qu'il y a des lieux, des endroits qui sont à haut risque. Ou alors il y a eu un SBRT déjà au même endroit. Et là, il faut demander après à votre oncologue au niveau spécifique. Et ensuite, mon cancer du rein est présent, est toujours présent. Pourquoi est-ce qu'on ne traite pas cela? Malgré peu importe les métastases après. Le cancer du rein, là où ça a tous commencé,
souvent peut être bien contrôlé. Le rôle du SVRT dans certains de ces scénarios sont encore sous investigation. On a quelques éléments cliniques, mais c'est souvent individualisé. Ok, donc là c'est la même chose, vous retrouverez cette réponse dans le document dont on vous a parlé au début. C'est un peu l'élément final. À quoi dois-je m'attendre en subissant une SBRT? Disons que votre docteur a recommandé pour une maladie métastasique, vous êtes sous immunothérapie et il y a un arrêt, donc une métastase au poumon. Et il va dire, OK, je pense que c'est un bon traitement, vous y avez été depuis 1 an, vous avez très bien fonctionné, ça a très bien fonctionné, mais il y a cette petite lésion au poumon, on va la traiter. La première étape consiste on serait d'accord, bien sûr, que la radiologie serait une bonne chose pour vous, là, cette radiothérapie. Quelques petites choses, donc. Vous aurez un TDM spécialisé, donc un scanner spécialisé pour aider à délimiter la zone à irradier. C'est souvent fait en oncologie. Vous seriez allongé sur le dos, généralement avec les bras levés. C'est un peu comme lorsque vous avez un scanner. Vous auriez peut-être besoin vous allonger dans un dispositif pour maintenir votre corps parfaitement immobile ou porter un masque. Ça, c'est vraiment pour être vraiment parfaitement aligné. Afin que nous puissions le faire, il faut que le patient soit aussi immobile que possible. Donc, on les met donc dans ce petit dispositif. En fonction de la localisation de la tumeur et de votre fonction rénale, le médecin pourrait décider de vous administrer un produit de contraste pour mieux visualiser la tumeur. Parfois, on peut euh, les utiliser. Vous allez parler avec la localisation et voir si c'est intéressant et parfois on le fait sans. Il y a peut-être des outils spéciaux qui pourraient être utilisés si la zone à traiter bouge en raison de la respiration. Vous pouvez imaginer dans ce cas, à cet endroit, donc au niveau des poumons, on aurait besoin de limiter peut-être comment la tumeur se déplace lorsque vous respirez. Donc on a une image au milieu, c'est pas juste une image statique. En fait, on peut suivre à quel point la tumeur bouge au fur et à mesure de la respiration. Et certains outils spécifiques peuvent limiter le mouvement en utilisant quelque chose qui appuie sur votre ventre, qui s'appelle un dispositif de pression abdominale, ou alors il peut s'allumer et s'éteindre en fonction des différentes phases de respiration. Si vous inspirez et qu'on voit la tumeur, eh ben on va allumer. Euh, ensuite, ça va s'éteindre lorsque vous expirez, etc. Donc il y a différents outils spéciaux qui peuvent être utilisés lorsqu'on traite des zones qui bougent. Et ça, c'est très commun dans le cancer du rein parce que beaucoup de métastases que nous voyons sont généralement dans des endroits qui bougent, le foie, le rein lui-même qui se déplace, le pancréas, les poumons. On peut voir donc ces endroits fréquemment. Ce sont les outils donc, que nous utilisons. Qu'est-ce qui se passe après tout cela? Une fois que les examens sont terminés, vous rentrez chez vous, ou avant plutôt, les radiothérapeutes apposeront des petits repères sur votre peau. C'est la seule chose sur votre peau qui se passe. Et vous aurez un petit tatouage de la taille d'un grain de beauté pour s'assurer qu'il cible bien la zone à traiter. Et ensuite, vos images vont être transférées vers un logiciel que le radio-oncologue et les planificateurs de radiothérapie dont je vous ai parlé utilisent pour planifier votre traitement. Donc voilà ce à quoi ressemble un plan de radiothérapie. C'est pendant ce processus que nous déterminons l'emplacement de la tumeur, la dose à administrer et la quantité de rayonnement acceptable pour les organes voisins. Donc là, vous pouvez voir, là, c'est un rein à gauche et c'est la tumeur ici. Vous pouvez voir cette dose rouge là de radiation et ça, c'est en face, c'est l'intestin. Donc on a souligné le tumeur, le rein, l'intestin. En fonction de la région, on souligne en tout cas le domaine euh, qui nous inquiète le plus, qui nous préoccupe le plus. On fait ça. Et on utilise, en tout cas pour le radio-oncologue, c'est vraiment important d'être précis sur ce qu'on cible. Et ensuite, on met en place euh, ces différents points de radiation, plans de radiation pour s'assurer qu'on ne traite que cette zone et que donc le rayonnement soit aussi minime pour les autres organes. Voilà ce qui se passe en arrière, que vous n'allez peut-être pas voir, mais qui sera la partie la plus vitale du traitement en tout cas. Une fois que le plan de radiation est approuvé, il y a plusieurs contrôles de qualité d'un test visant à s'assurer qu'il est physiquement réalisable. Ça se passe avant même que vous arriviez, on teste tout, hein.
On s'assure que la machine fonctionne bien. On s'assure que les angles soient possibles, soient faisables. Que le champ de radiation soit suffisamment large pour avoir le traitement sans causer de complications. Ensuite, le traitement pourra commencer. Là, ce sont des choses importantes à comprendre. Si vous êtes sur un traitement systématique par voie orale, comme l'axitinib, le levantanib, ou tout autre médicament qui termine par ib, vous allez généralement arrêter ce traitement 3 à 5 jours avant le SBRT, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de chevauchement des traitements qui pourraient aggraver les effets secondaires. Si vous êtes sur une immunothérapie, elle n'est pas suspendue parce qu'on a assez de données qui nous montrent que c'est sécurisé de le faire avec et ça prend plus de temps pour que l'immunothérapie s'arrête de toute façon. En fonction des endroits qui sont traités, peut-être que vous allez avoir besoin de médicaments avant. Si vous traitez quelque chose qui est près de votre estomac, peut-être que vous prendrez des médicaments pour prévenir la nausée. Si c'est près d'autres structures vitales, on pourrait vous donner d'autres médicaments pour éviter ces effets secondaires. Donc il y a parfois certains médicaments qui peuvent être donnés avant chaque session. Chaque session dure environ 15 à 20 minutes, elle peut être plus longue si plusieurs zones sont traitées. Vous serez positionné dans la même position que pendant ce premier mapping de la zone. Avant que la radiation ne soit activée, un mini-scanner ou une radiographie sera effectuée pour s'assurer que la cible est atteinte avec précision. On va faire un petit scanner, on vous déplace, on vous repositionne, on fait un autre scanner si c'est nécessaire, on veut s'assurer à nouveau, on veut être vraiment précis. On fait ces différents scans pour s'assurer qu'on est dans la bonne position. Ensuite, on l'allume. Généralement, il se déplace généralement rapidement en formant un arc autour de vous et le traitement est terminé en moins de quelques minutes. Donc, généralement, on s'assure qu'on est dans le bon endroit et la radiation ainsi est rapide. Vous rentrez chez vous et vous revenez pour le reste de vos séances. Donc là, c'est une petite image de ce à quoi se ressemble. Et voilà le petit scan dont je parlais avant. C'est pas aussi beau qu'un scanner d'habitude, c'est un peu graineux, mais malgré tout, on arrive à voir, pour la plupart, là où est la tumeur en vert, là où est le rein, et le cancer, voilà, ça, c'est pour un cancer du rein, si c'est un poumon, où c'est, etc., où est la tumeur, la taille et la position. Ces scans sont utilisés pour nous aider à aligner le patient avec le traitement. Voilà des questions importantes à poser à votre radio-oncologue lorsque vous entamerez ce traitement. Et vais-je vous voir pendant la radiothérapie? À quelle fréquence? Dois-je voir ou ressentir quelque chose pendant le traitement lui-même? Généralement, non. Certaines personnes ont mentionné qu'ils sentent une présence ou quelque chose, ils sentent quelque chose, mais ce sont des actes invisibles. Donc vous ne devriez pas voir ou ressentir quelque chose. Vous deviendrez radioactif et certaines personnes euh, sont les certaines choses que je dis à mes patients. Si je suis sous thérapie ciblée, est-ce que je dois l'arrêter? On en a parlé. Et si je suis sous immunothérapie, et ensuite on a parlé un petit peu le fait de prendre des médicaments avant après le traitement. Y a-t-il des précautions que je devrais prendre? Certains oncologues vont vous demander peut-être de ne pas manger 3 heures avant. Certains vous demanderont une préparation abdominale, etc. Les précautions sont différentes. Manger, boire, ça dépend de l'oncologue, mais généralement, il peut y avoir voilà, certaines précisions de ne pas manger trop avant. Pouvez-vous déterminer si la radiothérapie est efficace pendant le traitement? Pourquoi pas? Généralement, on ne peut pas. Parce que nos scans, comme vous l'avez vu, hein, ne nous donnent pas vraiment euh, des informations anatomiques sur la réponse de la tumeur. Parfois, on aura les informations si on voit quelque chose de dramatique. Parfois, on le voit où la tumeur a grandi à cause d'une inflammation à cet endroit-là ou a diminué, mais ce sont des exceptions. Est-ce que je peux changer la dose si j'ai des effets secondaires? Généralement, notre plan de radiation est mis en place pour que vous ayez la même quantité de radiation tout le temps. Peut-être que certaines fois on devrait arrêter ou le retarder, mais on essaie de finir en tout cas le cours, ces séances avec autant que possible le taux. Si ça a été arrêté trop de temps, il faudra peut-être replanifier, mais l'objectif c'est d'avoir la même quantité de radiation. On pourrait ajuster. Si ça a fait très longtemps, par exemple, qu'il n'y a pas eu cela, si vous étiez hospitalisé ou quelque chose, si vous devez finir après l'hospitalisation, peut-être qu'il faudra l'ajuster donc.
Mais en tout cas, pour la plupart, on essaie de vous donner la dose similaire. Une fois que le SPRT est terminé, selon l'objectif, les routines de suivi varieront. Ces questions générales, là, elles sont dans leurs ressources, vous donneront voilà, une idée de la façon dont les soins seront coordonnés. Qui assurera mon suivi? Donc, généralement, c'est votre radio-oncologue. Si c'est quelque chose, un cancer métastatique, généralement, ce sera votre oncologue particulier. Il sera en lien, bien sûr, avec le radio-oncologue en termes d'informations, de besoins, etc. On voit souvent nos patients par la suite, après la séance. Est-ce que on aura plusieurs scanners? Oui, généralement, des examens d'imagerie, certains en auront par la suite. Et si votre oncologue vous le mentionne également. Est-ce que je devrais continuer mon traitement systémique antérieur? On en a parlé un petit peu en termes euh, de l'étendue. Et combien de temps dois-je continuer à prendre les médicaments que vous m'avez prescrits? Ça, c'est important également parce que certains médicaments ne sont pris que pendant le SBRT et certains sont pris 3 à 6 mois après le début, juste pour s'assurer de réduire les effets secondaires à long terme. Donc, en fonction des médicaments, cette réponse sera différente. Quand saurais-je si le traitement a été efficace? À nouveau, on a parlé de cela. Parfois, la radiation fonctionne et on ne le voit pas de manière objective. Euh, Si c'est plus petit, pas de souci. Si ça reste à la même taille, pas de souci aussi. Nos attentes, donc, c'est que ce soit stable ou mieux. Une réponse complète, ça serait merveilleuse. Mais stable ou mieux, c'est ce que j'essaie d'avoir pour mes patients qui ont le SBRT. Mais cela ne veut pas dire que ça n'a pas fonctionné, attention. Ça veut juste dire qu'ils ne sont pas développés. Et ensuite, quelles sont les perspectives après? La SBRT, on en a parlé en termes de métastatique, etc. Il y a plusieurs options disponibles si la SBRT ne fonctionne pas ou que le cancer se développe ailleurs. Et à nouveau, ces décisions doivent être prises de manière collaborative avec votre oncologue, votre radio-oncologue. Je pense que c'est la fin de mes présentations. J'espère que j'ai clarifié beaucoup de ces points. Nous avons utilisé le document d'éducation pour un peu souligner certaines de ces choses intéressantes, particulièrement en lien avec les différentes questions que vous rencontrez et que vous pourrez poser à votre radio-oncologue. Cela étant dit, je repasse la main à Christine et je voudrais vous remercier pour votre temps. Parfait. Alors, merci. J'ai quelques questions. Quelle présentation détaillée. Je ne peux pas te remercier plus que ça, vraiment. Je pense, alors je ne vois pas de questions dans le chat, parce que je pense que tu as vraiment tout expliqué de manière très claire, dans un langage adapté aux patients. Donc j'apprécie vraiment. Merci beaucoup, docteur Swaminath. Il y avait juste quelques petites choses que je voulais, sur lesquelles je voulais revenir, parce qu'il y a eu tellement d'informations, peut-être qu'on les a loupées. Vous parliez au début du fait de traiter des petites tumeurs non métastatiques. Est-ce que le SBRT, je sais qu'il y a la préoblation, etc. Est-ce que le SBRT devient un traitement de choix pour des masses rénales de petite taille? Ça dépend d'où vous vivez, en fait. Si vous vivez en Australie et que vous avez une petite masse rénale, le traitement de choix, ce sera le SBRT. Mais si vous vivez en Amérique, malgré tout, ce sera probablement l'ablation thermique. Je pense qu'il y a un intérêt grandissant dans l'utilisation d'un SBRT pour ceux qui pourraient être éligibles pour l'ablation, des procédures d'ablation RFA. Je pense que d'après une perspective de prise de décision, vous devez comprendre les pour et les contre, bien sûr, de chacune de ces possibilités. Certains patients sont bons avec la manipulation, mais une fois qu'ils comprennent, une fois ce serait possible pour eux de faire la SBRT, mais une fois qu'ils comprennent ce que cela implique, ils ne veulent pas. Certains ne pourraient ne pas connaître donc leurs options et choisissent donc ce que leur chirurgien leur aura dit. Donc je pense que d'après un point de vue donc de prise de décision, je pense qu'il est important lorsqu'on présente des cas aujourd'hui de voir un de nos urologues également est également au cancer du rein Canada et lui explique toujours nous devrions présenter toutes les options à nos patients pour qu'ils puissent décider au mieux.
Donc la culture change. Mais oui, ça dépend de là où vous êtes. Ok. Et cela conduit à ma prochaine question. SBRT, est-ce qu'on considérerait que c'est aussi efficace que les ablations? Je pense que nous avons des données. À nouveau, il n'y a jamais eu de comparaison directe entre les SBRT et ces autres thérapies. On a des comparaisons randomisées en utilisant des études euh, qui n'ont pas été randomisées, mais à nouveau, lorsqu'on traite de cela, il y a un élément un peu de biais, ou peut-être qu'on favorise l'un pour l'autre. Donc il faut prendre cela avec des pincettes et la différence voilà, entre les deux. La radiation et la SBRT et l'ablation thermale ont des réponses ou des résultats similaires en termes de contrôle du cancer et de survie. Donc on espère que dans le futur, on pourra faire une comparaison claire entre les deux. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Ce serait très bien, et ça c'était ma question suivante, est-ce qu'il y a des essais cliniques sur le SBRT en ce moment? Pour le cancer du rein localisé, il y a en fait au Canada, il y a rien qui est de manière ouverte en cours, mais je pense qu'il y a plusieurs parties intéressées qui veulent bien avoir un essai comparé à grande échelle entre la SPRT. Pour le cancer métastatique, on vient de terminer un essai randomisé, mais il y en a d'autres qui vont être mis en place pour le cancer oligométastatique et oligoprogressif. Donc voilà, on pourra avancer avec ces études. Nous faisons, nous, des études également randomisées là-dessus pour le cancer du rein localisé, qui est un très bel accomplissement en fait. C'est probablement le point principal du spectre ici en termes de ce que nous pouvons faire dans ces études comparatives. Je serais intéressée en tout cas d'avoir plus de ces options d'informations sur ces comparaisons. On va garder les yeux ouverts en tout cas et voilà. Merci en tout cas. Tu resteras en contact avec nous lorsque quelque chose pourra être d'intérêt. J'apprécie cela. On gardera nos patients informés si quelque chose vient auquel ils pourraient participer. Tu as un peu parlé. Je vois qu'il y a une question euh, des participants. Est-ce que SBRT n'est disponible que aux grands centres de cancer ou est-ce que c'est disponible un peu partout au Canada? Ça devient de plus en plus disponible. Je dirais que certains centres ne font pas certains types de SBRT, mais il y a eu une étude qui a été faite où les centres qui n'avaient pas vraiment commencé les programmes de SBRT ont pu raccrocher le wagon et revenir en tout cas. Euh, Je pense qu'en lien avec cela, beaucoup de centres sont intéressés pour le faire parce qu'il y a un vrai intérêt, un vrai poussé pour pouvoir l'utiliser. Pour les maladies métastatiques, le SBRT est assez complexe pour la plupart des sites, pour des sites. Pour les tumeurs donc du foie, du poumon, généralement, c'est dans la plupart des centres, même si c'est plus compliqué. Il y a une assez grande compréhension entre les différents centres de cancer. C'est ce que j'ai appris en fait pendant les quelques mois où j'ai participé aux différents essais cliniques. Ce que j'ai compris de cela, c'est quand si un centre peut vous donner le SBRT, euh, ils sont en lien avec un grand centre. Donc si un patient en tout cas est éligible, ils seront en lien. Il y a certaines choses euh, que que nos collègues peuvent faire également sur le SBRT. Ils viennent me voir en fonction. Donc nous devons la compréhension, oui, entre les grands et les plus petits et les plus grands centres. Ce n'est pas disponible à des sites plus petits, mais malgré tout, si jamais c'est le cas, euh, si jamais vous vous êtes référé vers un plus grand site, si vous habitez dans un petit centre, avec un grand centre à 1 heure, et vous pourrez demander est-ce que euh, euh, je pourrais être référée si je suis un peu plus loin. J'ai eu des patients qui m'ont été référés dans d'autres provinces, mais j'essaie que ce soit malgré tout dans la même province. Au fur et à mesure des années, je vois que la plupart en tout cas rejoignent cette option.
C'était également je sais que quelqu'un regarde aujourd'hui qui a dû quitter sa province et aller dans une autre province afin d'avoir le SBRT. C'est quelque chose pour lequel nous travaillons et nous luttons, Cancer du Rhin Canada, dans le sens où nous devrions avoir accès aux soins pour ce dont nous avons besoin dans notre province. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours, mais nous apprécions vraiment en tout cas ce comité, les professionnels de santé qui aident à promouvoir et à faire avancer cette pratique. Juste pour ajouter sur ce point, je pense qu'il est vraiment vital pour nous de comprendre où sont ces manques. Si nous savons, alors nous pouvons éduquer, ou alors nous pouvons aligner et trouver des solutions. Si vous vivez, par exemple, dans un endroit où il n'y a pas, j'ai eu un patient d'un endroit où il n'offrait pas le SBRT, et ils m'ont dit, mais je lui ai dit, mais est-ce que tu ne pourrais pas aller à ce grand centre sans avoir un vol trop long? Moi, je veux vraiment lutter pour s'assurer, en tout cas, que ces messages soient envoyés. Donc, s'il y a des manques dans le pays. Je suis content en tout cas de soutenir. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté et qui ont commencé des programmes. Donc je sais que les personnes sont intéressées pour le faire. Parfois, euh, entre la volonté d'adopter quelque chose et l'adoption, c'est que parfois ça peut être long. Mais on voit de bons résultats pour le cancer local. Et pour le métastatique, beaucoup plus de personnes vont rejoindre. Mais en tout cas, si quelqu'un lutte parce qu'il ne peut pas recevoir le SBRT près de chez lui et qu'il doit voyager, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à considérer pour lutter et avoir des soins plus près de chez soi. Je suis d'accord. Et en fait, je t'enverrai un email avec des informations là-dessus pour que tu puisses avoir euh, des informations et peut-être nous aider à d'avancer avec cette campagne de lutte. Je ne vois pas d'autres questions pour le chat. Je pense que tu as fait vraiment un très très bon travail d'expliquer en détail ces éléments. Je vais laisser tout le monde, voilà, si vous manque des informations ce soir ou si vous voulez peut-être avoir un peu plus de détails sur ce sujet, ce webinaire sera sur notre site web et notre chaîne YouTube. Nous devons faire un petit peu de modification de fichiers. Mais en tout cas, ça sera disponible. Vous pourrez le réviser encore et encore, avoir vos questions, vos réponses. À nouveau, nous voulons vous remercier, Docteur Swaminath. Merci premièrement pour votre temps, votre effort, votre attente, d'avoir offert cette éducation très importante et d'être venu ce soir pour partager ces informations avec nous. C'est très, très apprécié. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir. Je voulais juste rajouter quelque chose, si c'est possible. Comprendre cette information, c'est vraiment l'intérêt pour que vous puissiez le prendre, le récupérer, en parler avec votre oncologue, votre médecin. Nous sommes ici pour vous donner un soutien, autant que possible, mais également, à la fin, malgré tout, il faut que ce soit votre médecin qui puisse vous donner les informations à spécifier. Cette ressource est là, même si parfois il peut y avoir des manques, mais comme ça, vous pouvez le ramener à votre équipe de soins et s'assurer que les différentes questions que vous pourriez avoir spécifiques soient répondues. Et par rapport à cela, si vous expérimentez des difficultés pour avoir cet objectif d'avoir le SBRT ou que vous savez qu'il y a des défis auxquels vous faites face à la maison ou dans votre province, envoyez-nous un email à info@kidneycancercanada.ca ou visitez notre site web, le Cancer du Rhin Canada, où vous avez le numéro de téléphone. Appelez-nous et faites-le nous savoir parce qu'on ne peut pas lutter pour vous si nous n'avons pas cette information. Nous sommes ici pour vous aider. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons également des personnes médicales qui peuvent vous conseiller. Merci de nous avoir rejoints. Tout le bonheur, Dr Swaminath, et au prochain webinaire. Et n'oubliez pas que juin, c'est le mois du cancer du rein. Nous célébrons tout le mois. Il y a beaucoup d'activités, d'emails que vous allez recevoir. J'espère que vous participerez.
et que vous prêterez attention à ce message important du cancer du rein Canada. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.